Salut Stan. Salut, merci pour ton invitation. Je suis super content de d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. J'ai plein de questions à te poser. On va parler de ton livre, bien sûr, qui est sorti depuis quelques jours. Alors c'est un peu la magie du montage, parce qu'au moment où on parle, le livre n'est pas encore sorti, mais au moment où le podcast, lui, sera publié, ton livre sera disponible. Il y a plein de sujets qui m'intéressent par rapport à ça, notamment sur les sujets de l'écriture, de la narration et de la productivité. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr, je m'appelle Stan Leloup, je suis surtout aujourd'hui connu pour une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mania, qui est une chaîne YouTube qui va passer au moment où on enregistre les 300 000 abonnés. J'espère que quand les gens nous écoutent, on aura passé les 300 000 abonnés, on est très très proche là. Et c'est une chaîne sur laquelle je parle, comme son nom l'indique, de marketing. Notamment, je fais des analyses marketing, j'essaye de trouver des sujets, des exemples différents pour te parler de concepts fondamentaux en matière de psychologie humaine et de stratégie marketing. Donc je vais par exemple, sur l'année dernière, j'ai fait une vidéo sur le jeu vidéo Fortnite pour expliquer les ressorts de son succès. J'en ai fait une sur le groupe de rap PNL, j'en ai fait une sur le conflit entre Squeezie et Thibaut InShape, j'en ai fait une sur le YouTuber numéro 1 au monde PewDiePie pour comprendre les ressorts de leur succès, notamment ce que tu peux en extraire en termes de psychologie humaine pour les appliquer à ton propre projet. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Marketing Mania sur lequel je fais des conversations avec des entrepreneurs. J'ai un site web qui s'appelle marketingmania.fr qui résume mes différentes activités. Et je suis en train de sortir un livre, ou j'aurai sorti un livre dans quelques jours au moment où les gens nous écoutent. Et ce livre s'appelle « Votre empire dans un sac à dos ». Alors en parlant du bouquin, il parle de quoi exactement ce livre ? Donc le sous-titre du livre décrit assez bien la mission que je me suis donnée, c'est-à-dire décoder la psychologie humaine pour trouver une idée de business, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Donc ça parle de psychologie humaine avant tout, de comment est-ce que tu vas analyser les besoins humains, comment est-ce que tu vas comprendre ce qui va persuader les gens, comment est-ce que tu vas comprendre ce dont les gens ont envie, ce qu'ils ont envie d'acheter, ce qu'ils ont envie de voir, ce qu'ils ont envie que tu leur donnes et comment est-ce que tu vas pouvoir le leur donner d'une manière qui est nouvelle. Et comment est-ce que cette analyse sur la psychologie humaine et sur les besoins humains qui sont profonds, tu vas découvrir que c'est des besoins qui n'ont pas changé en fait depuis la nuit des temps, que les besoins humains qui vont te driver aujourd'hui à poster sur Facebook, c'est les mêmes besoins dans une tribu d'hommes préhistoriques qui faisaient que chacun voulait être le meilleur chasseur. Tu vois, il y a un élément fondamental assez intéressant ici qui est que les gens ont certains besoins et ils vont trouver au fil du temps, bien sûr, différentes manières de les résoudre. Mais si toi, tu peux te comprendre ces besoins et tu peux dire, OK, est-ce que moi, j'ai pas une manière un petit peu différente, un produit nouveau pour résoudre ces besoins ? C'est comme ça que tu vas trouver une bonne idée de business. C'est aussi comme ça que tu vas comprendre comment est-ce que tu crées un message qui va être impactant. Toi, tu parles pas mal de créer une audience sur YouTube. Comment est-ce que tu captes l'attention des gens sur YouTube ? Ça, c'est vraiment un problème de psychologie humaine. Qu'est-ce qui fait que les gens vont cliquer sur une vidéo ? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être captivés par une miniature, qu'est-ce qui fait qu'ils vont rester jusqu'au bout de ta vidéo et te donner de la durée de visionnage. Tout ça, c'est des éléments de psychologie humaine avant tout. Donc le livre parle de ces éléments de psychologie humaine et de comment est-ce que tu peux les comprendre et les utiliser dans tes projets. Ok. Et toi, du coup, au niveau de tes projets, tu m'as parlé d'idées de business. Alors moi, j'ai pu lire en avant-première les premiers chapitres du bouquin, qui parle notamment que tu as fait une école de commerce et que tu n'étais pas forcément destiné à, on va dire, faire de l'entrepreneuriat. Toi, c'est quoi qui t'a donné, envie d'écrire ce bouquin et qu'est-ce qui a fait aussi que dans la carrière que normalement t'étais proposé de faire à la suite de ton école de commerce, tu as eu envie de bifurquer vers une autre voie ? Donc en fait, moi j'ai fait un parcours extrêmement formaté puisque j'ai fait une prépa école de commerce. Après j'ai fait mes concours et je suis rentré en école de commerce. Et c'est en école de commerce que j'ai commencé à me dire dans quoi est-ce que je me suis engagé ? Parce qu'en fait, cette décision de rentrer en prépa, décision qui est faite au lycée. Et à cette époque, j'avais une vision très très vague, non seulement de ce que je voulais faire, mais aussi une vision très vague de ce que c'était que l'école de commerce, ce que j'allais faire après. J'ai découvert que l'école de commerce, c'était quelque chose qui était en train de me préparer à faire des jobs assez spécifiques dans la banque, dans l'audit, dans le conseil en management. Et que ce n'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Parce que j'étais un peu, dans cette voie qui est toute tracée en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce que je pouvais faire. Et j'ai commencé à beaucoup lire et à me renseigner sur qu'est-ce qui se faisait. Et à découvrir qu'il y avait un truc qui s'appelait le business en ligne, qui était un truc qui était peut-être intéressant pour moi et qui semblait cocher pas mal de mes cases dans ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de voyager, j'avais envie de
de potentiellement avoir mon propre projet, j'avais envie d'être créatif, j'avais envie que personne me dise ce que je dois faire et de pouvoir prendre mes décisions en indépendant. Donc, tu vois, beaucoup de choses l'ont rendu assez séduisant pour moi. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté par là et que j'ai commencé à me dire, tiens, en plus, je suis en études. À l'époque, j'étais encore un peu en études et je me dis, si j'arrive à monter des projets et que d'ici 1 an et demi, 2 ans, je peux en vivre, bah bye bye les études, tu vois. Je suis pas en indépendant et je fais mon truc. Et essentiellement, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et je suis parti en Asie après ça, pour pouvoir continuer à développer mon business, etc. Mais j'avais vraiment cette idée, il faut que je me trouve une porte de sortie parce que là, je suis pas dans la bonne voie et je sais que si je me bouge pas assez rapidement, une des particularités, c'est que j'avais pris des gros prêts étudiants. Donc, au moment où mon diplôme tombe, j'ai pas le choix de faire autre chose. Il faut que je fasse du cash parce que j'ai des gros prêts étudiants qui tombent. Mais les prêts étudiants, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ils commencent qu'une fois que tu es diplômé. Donc, tu sais que à telle année, il va falloir que tu commences à générer de l'argent, mais sur le court terme, tu te dis, tiens, je peux encore un petit peu expérimenter. Mais après ça, j'aurai pas le même luxe. Tu quittes pas ton job quand tu as des prêts étudiants sur le dos. C'est quelque chose qui te faisait peur, du coup, j'imagine, pendant que tu es en école et que tu vois le futur qui peut t'attendre et que tu vois que c'est pas celui-là qui peut te plaire. C'est quelque chose qui te trottait dans la tête pendant tes études ou pas vraiment? Ouais, carrément. En fait, moi, j'étais pas forcément fanatique non plus de la culture en école de commerce et de la manière dont l'environnement fonctionnait. Je trouvais que c'était quelque chose où il y avait beaucoup de jeux de qui est le plus populaire, qui est le plus connu, qui connaît machin, qui a fait tel stage, qui a tel contact, qui a tel machin, tu vois. Et bon, bah c'est une culture et c'est un monde qui évolue selon ses propres règles. Mais moi, je me reconnaissais pas là-dedans et c'est pas forcément un jeu que j'avais envie de jouer. Et donc, je me suis dit, bah tiens, mais ma vie, c'est ça. Parce que cette culture que tu as en école de commerce, elle n'est pas là pour rien. C'est parce que quand tu vas ensuite rentrer dans le conseil en management, c'est ça ta carrière. C'est une grande partie de ta stratégie de carrière, de ton networking, de comment est-ce que tu vas faire avancer ta vie. C'est un jeu qui continue en entreprise. Carrément. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, là, je suis en train de jouer à un jeu. Non, je sais pas si ça va me plaire et je vais pas être forcément très bon là-dedans et c'est pas forcément un jeu que j'ai envie de faire. Et j'avais très clairement cette idée que s'il fallait que je sorte mon diplôme et que je fasse ce truc et que je rentre en audit ou en conseil en management et que c'était la seule manière que j'avais de payer mes prêts et de gagner ma vie, je le ferais. Mais c'était une option où très rapidement je me suis rendu compte que ça allait pas être pour moi. Et quand je discutais avec des anciens élèves de mon école ou quand je voyais les stages qu'on me proposait ou ce que tu te retrouvais à faire, je me dis tiens, ça va pas me plaire, tu vois, c'est pas un environnement dans lequel je vais être content, donc il faut que je trouve une chose alternative à faire. Et ça, c'est un truc où c'est un peu omniprésent parce qu'en fait, tu baignes un petit peu toujours dans ce milieu. Tous les jours, tu es là et tu fais tes PowerPoint pour tes cours et tu dis mais qu'est-ce que ce PowerPoint? Ça n'a aucun sens. Ce que je suis en train de faire, c'est du bullshit complet, tu vois, c'est inventé complètement, ça n'a aucun contact à la réalité, mais c'est ce qu'on me demande de faire dans mes cours et c'est ça qu'il faut que je fasse, mais j'ai envie de me sortir de cet environnement. Et du coup, c'est quelque chose très tôt où je me suis rendu compte que je me dirigeais pas dans la bonne voie, mais j'ai eu la chance de m'en apercevoir un peu plus tôt parce qu'il y a plein de gens qui se rendent compte, en fait, après 2 ans dans le monde du travail, mais du coup, ils ont déjà un job, ils ont déjà des responsabilités. Moi, comme je me suis rendu compte, en gros, 3-4 ans avant ça, quand j'étais encore en études, j'avais encore le temps de changer de direction et d'investir en fait tout ce temps que j'aurais autrement perdu pendant mes études parce qu'en école de commerce, c'est pas extrêmement compliqué en fait. En tout cas, les premières années, tu as beaucoup de temps libre. Et donc du coup, beaucoup de gens s'investissent beaucoup dans la vie sociale, dans les associations, etc. Et moi, je me suis pas mal investi dans mon business à ce moment-là. Alors, j'ai aussi fait une école de commerce et je me suis rendu compte des mêmes besoins. Personnellement, c'était en année de césure. En gros, j'étais confronté, on va dire, à la souffrance des stages et où tu te rends compte que c'est vraiment pas ce que tu veux faire parce que tu es en train de le faire. Toi, j'ai l'impression que ça a été quelque chose où tu t'es rendu compte carrément en études, ce qui est extrêmement rare. Normalement, c'est quand tu es confronté vraiment à ce qui te fait souffrir que tu te rends compte que tu as envie de t'enfuir de ça et que tu prends les actions. Enfin, j'ai souvent l'impression que les gens prennent des actions parce qu'ils sont confrontés à une peur ou une souffrance qui est vraiment difficilement supportable. Et la souffrance de faire des actions qui ne sont pas forcément confortables est moins grande que la souffrance de se dire voilà, je suis parti pour 40 ans, 5 jours par semaine à faire quelque chose que j'aime pas trop. J'ai l'impression que tu me parlais aussi de
d'un besoin de sens et d'un projet peut-être à toi qui est assez rare quand tu es confronté, comme tu l'as dit, à des PowerPoint ou des Excel qui t'inspirent pas vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un besoin de liberté assez fort. Notamment, tu me parlais de voyage et de pas être tout le temps au même endroit et à pas faire un truc qui te plaît. Toi, pourquoi tu as décidé d'écrire un bouquin? Tu as une chaîne YouTube qui fonctionne extrêmement bien, qu'on se le dise, en tout cas dans une niche du marketing. Je pensais pas que c'était possible d'avoir 300 000 abonnés sur Moi non plus. Ouais. Bah, c'est clair, même quand on remonte à quelques années où on était par exemple sur quand Antoine BM dépassait les 10 000 abonnés, déjà je me disais sur tu vois, une niche du make money, d'arriver à 10 000 abonnés, c'était incroyable. Maintenant c'est voilà, il doit être à 120 000. Il y a 100 000, ouais. Ça. Ouais, Théophile Hélier doit être dans les 200 000 aussi. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Même si pour le coup tu parles de marketing, mais tu parles de marketing, on va dire, t'as ouvert, notamment avec les vidéos que tu as citées au début, sur Thibaut InShape, sur Fortnite, où voilà, t'as un petit peu ouvert la niche. Du coup, la question, c'est sur le bouquin. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce bouquin alors que tu as des choses qui fonctionnent extrêmement bien à côté? Ouais. Donc il y a deux facteurs, il y a l'aspect perso et il y a l'aspect stratégie. L'aspect perso, c'est que moi j'avais toujours voulu écrire un livre, c'était un peu un rêve de gosse. Quand j'étais gamin, je voulais écrire des romans dans le domaine de l'heroic fantasy. Et d'ailleurs, j'écrivais ces romans, mais je me lançais toujours dans des projets, c'était une erreur de jeunesse qui était dans des projets trop ambitieux. Donc c'était toujours des projets du type, il va y avoir 12 tomes, il y aura 59 personnages, il y aura un univers connecté. Tu vois, je voulais écrire le prochain Seigneur des Anneaux, quoi. Enfin, c'est un peu too much quand t'as 13 ans. Mais c'était mon rêve et c'est ce que je voulais faire. Et puis on me disait à l'époque, bah, c'est bien d'écrire, c'est une belle passion, mais c'est pas un vrai métier, donc il faudra que tu fasses un vrai métier et puis tu pourras écrire à côté. T'avais écrit un petit peu du coup de la fiction? Ouais, j'ai beaucoup écrit de fiction quand j'étais gamin. Donc j'écrivais, j'avais une série, c'est l'histoire d'un gars qui vivait dans un petit village médiéval et puis qui allait sauver le monde. Voilà, donc c'était un peu... C'est un Zano, quoi. Okay. Enfin, tu vois, c'était pas le plus original. Et j'avais écrit un des seuls trucs que j'avais vraiment terminé, c'est que j'avais avec mon frère on écrivait une série inspirée des cartes Magic. Et en gros, on avait pris les personnages qui étaient dans les cartes Magic et qu'on avait dans nos decks respectifs et on avait créé une série. Et là, pour le coup, c'était un projet un peu plus ambitieux. Je me souviens d'un truc qu'on avait écrit sur, tu vois, genre 2 semaines de vacances, on écrivait tous les jours, genre 2-3 pages. Et à la fin, on avait un truc qui devait faire une 40aine de pages et qui était une histoire contenue. Et donc, ce genre de truc. Et j'écrivais aussi des histoires courtes, un petit peu sous le mode de quelques pages, un peu sous le mode de nouvelles. Et ça aussi, j'arrivais à les terminer. Donc, j'écrivais pas mal. Et après ça, je faisais mes propres mangas aussi. Et là aussi, le manga, je suis retombé dans cette erreur de dire je vais faire Naruto, quoi. Je vais faire 69 tomes et ça va être. Donc là, c'était aussi des projets qui étaient un peu ambitieux. Mais tu vois, j'avais toujours eu ce truc de. Il y avait ces produits créatifs qui me faisaient kiffer, que ce soit des mangas, que ce soit des romans d'heroic fantasy. Je sais pas si tu as été fait dans cette génération, mais est-ce que le donjon de Nullbuck, ça te dit quelque chose? Bien sûr, ouais. Voilà. Donc moi, je faisais aussi mes propres trucs audio dans le style du donjon de Nullbuck. Ok. Avec les bruitages et compagnie? Avec les bruitages. Le truc, c'est que j'avais pas compris. Donc le donjon de Nullbuck, pour les gens qui n'ont pas vécu ça, qui n'ont pas le début des années 2000, quoi, c'était un gars qui s'appelle Pen of Chaos, son pseudo, et qui faisait des histoires en audio. Donc tu pouvais télécharger en MP3 et écouter en audio avec différents personnages. Il y avait qui partaient sur une aventure et c'était un truc d'heroic fantasy, un peu parodique, drôle, et c'était un truc culte. Alors on doit avoir à peu près le même âge quand on était au collège, c'est ça? Ouais. Au collège, tout le monde citait ça et on avait les trucs par cœur et on se les répétait. Ouais, j'écoutais ça dans le lit le soir, incroyable, vraiment. C'était presque les premiers podcasts que je découvrais, hein. C'est carrément assez incroyable. Ouais, carrément. Moi aussi, je pense qu'en y repensant aujourd'hui, c'est le premier format de podcast, mais c'était même avant qu'on ait des podcasts. C'est à une époque où il fallait choper les fichiers individuellement. Et ce qui était drôle, c'est que lui, en fait, il avait du coup... il enregistrait les différentes voix, et c'était bien monté, il y avait des bruitages, lui, il avait différentes voix. Mais en fait, j'avais pas du tout catché qu'il enregistrait ça, et puis après, il y avait un montage. Donc nous, on essayait de faire la même chose. Mais on le faisait en direct.
il fallait faire toutes les voix, il fallait faire tous les bruitages, il fallait faire les accents. Donc j'en ai et je les ai retrouvés une fois. Et en gros, on avait une histoire où en gros c'était l'histoire de différents personnages qui étaient dans un avion et qui se crachaient sur une île. Donc il y avait genre un Russe, il y avait une bonasse. Enfin, il y avait différents personnages, mais on était deux et on devait faire toutes les voix. Il y avait un accent russe dégueulasse, il y avait les bruitages de jungle derrière, ça ressemblait à rien. Mais voilà, on avait un peu ce trip et mon frère avait la même chose, qui était de dire on voit des trucs cool et on a envie un peu de faire la même chose. Et même si on ne sait pas trop comment ils l'ont fait et on fait ça un peu n'importe comment, on a envie de le faire. Et donc du coup, quand je me suis mis à me passionner pour le business, j'avais envie de faire la même chose et faire des livres de business. Sauf que quand j'ai commencé à écrire le business, je savais aussi que j'ai rien à raconter dans mon livre. J'ai pas un message qui est unique. Qu'est-ce que j'apporte de plus que les livres que je suis en train de lire, qui sont écrits par des entrepreneurs expérimentés, qui ont des années d'expérience et qui ont un message ultra fort à faire partager. Et moi, qu'est-ce que j'ai ? J'ai rien à expliquer de vraiment unique. Et ça m'a pris des années en fait de business en ligne pour commencer à développer mon propre message qui était unique. Et c'est vraiment mon message sur la psychologie humaine. C'est qu'en marketing, ce qui est important, c'est de vraiment comprendre les fondamentaux de l'être humain et comment est-ce que tu peux créer un message qui va parler à cette personne. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire un business qui fonctionne en comprenant ses besoins profonds. Et ça, j'ai développé en particulier sur YouTube. Parce que quand tu es sur YouTube, l'avantage, c'est que tu es toujours en train de créer du contenu et donc de tester différentes choses. Chaque vidéo est un test et un point de données qui te dit qu'est-ce qui intéresse les gens. Et donc sur YouTube, j'ai développé deux choses. D'abord, essentiellement un message spécifique sur la psychologie humaine et sur les fondamentaux du marketing, au lieu de me concentrer sur ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire les tactiques à la mode, que ce soit la pub sur Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit les webinaires. J'essaie toujours de me concentrer sur les trucs qui ne vont pas changer et qui vont être valides pendant longtemps parce que c'est les éléments fondamentaux de la persuasion. C'est le premier truc que j'ai appris. Profondes. Carrément, les compétences profondes. Le premier truc que j'ai appris sur YouTube. Le deuxième truc que j'ai appris sur YouTube, c'est comment est-ce que je pouvais parler de tout ça d'une manière qui va intéresser les gens, d'une manière qui va les passionner, d'une manière où ils vont se dire « Waouh, j'ai vraiment appris un truc qui est nouveau ». Et ça, dans les vidéos, j'ai appris comment je pouvais prendre des exemples dans plein de domaines différents pour t'apprendre un concept. Comment est-ce que je peux t'apprendre des concepts marketing en te parlant du groupe de rap PNL ? Tu vois, c'est un truc qu'il a fallu que j'apprenne comment le faire ou comment utiliser le film, par exemple, Le Loup de Wall Street pour t'en parler. J'ai appris comment le faire et donc du coup, je me suis retrouvé en gros courant 2018 avec un message que j'avais vraiment raffiné, que j'avais vraiment développé et qui était vraiment fort et qui était unique, que les gens ne trouvaient pas ailleurs et c'est pour ça que les gens gravitaient sur ma chaîne YouTube et sur mes formations et sur mon podcast. Donc, j'ai vraiment raffiné cette proposition de valeur au fil du temps. Et d'un autre côté, j'avais raffiné aussi ma manière d'écrire, ma manière de présenter les choses sur des vidéos qui pouvaient faire des centaines de milliers de vues, parfois passer de millions de vues. J'ai dit, tiens, là, je commence à avoir les bonnes formules et j'ai tous les ingrédients pour faire un livre qui va avoir le potentiel de faire moi ce qui m'explosait la tête quand j'ai commencé, c'est-à-dire waouh, ce livre il est ouf, j'ai appris plein de techniques, j'ai appris une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière de réfléchir à mon business et à mon projet. Et je pensais que j'avais tous les ingrédients pour le faire. Et bien sûr, tu vois, être sur YouTube, c'est un élément, être dans le librairie, c'est un autre élément. Donc ça rajoute aussi une corde à mon arc, ça rajoute une manière pour moi de transmettre mon message. Ça me permet aussi pour les gens qui me suivent sur YouTube et qui ont à chaque vidéo un concept. Chaque vidéo, c'est un grand concept. Là, ils peuvent comprendre comment tous ces concepts se rassemblent dans le modèle global, dans le livre, avoir plein d'autres exemples dont j'avais parlé sur YouTube, avoir plus de conseils sur comment les appliquer dans leur projet. Donc, c'est un élément qui va être à la fois complémentaire de ma chaîne YouTube, de mon podcast, de mes formations, et à la fois qui est un peu l'aboutissement de tout ça. C'est un peu la synthèse de plein d'éléments que j'avais déjà racontés autre part et qui étaient fragmentés. Et c'est le raffinement aussi de plein de concepts où j'ai dû dans le livre vraiment de me dire, ok, comment est-ce que je structure tout ça d'une nouvelle manière ? Comment est-ce que j'amène le concept de manière beaucoup plus cohérente ? Là où dans une vidéo, c'est beaucoup plus fragmentaire. Mais du coup, ça m'intéresse. Comment tu fais pour vraiment écrire une bonne histoire avec plein de concepts que tu vas devoir mettre dans le livre, tout en essayant de mixer le fait que c'est un livre de non-fiction, il va y avoir des conseils, et aussi mixer l'envie du jeune Stan qui écrivait des petits romans dans sa chambre d'enfant et qui a toujours envie que pour qu'une histoire soit lue jusqu'au bout et qui captive l'attention de la personne qui le lit, c'est quasiment obligatoire que ce soit une histoire, un roman, quelque chose où il y a vraiment un fil rouge. Donc pour ça, moi j'ai passé très longtemps en fait à étudier le storytelling.
Moi, j'ai commencé en tant que copywriter, donc j'ai beaucoup écrit de pages de vente et de messages de vente. Et en fait, ce que tu découvres, c'est que le storytelling, donc le fait de raconter des histoires, va être un élément important de vendre, et encore plus sur un livre ou même sur une vidéo YouTube. Et donc, j'ai été beaucoup étudier, en fait, par exemple, les scénarios hollywoodiens et comment est-ce qu'un film hollywoodien va être structuré. Et il y a un livre que je peux recommander, par exemple, qui s'appelle en anglais Save the Cat, de Blake Snyder, qui existe en français. Mais je ne me souviens plus du titre français parce que le titre est différent. Mais le gars s'appelle Blake Snyder et c'est un livre sur comment est-ce que les scénaristes hollywoodiens structurent leurs scénarios. Il y a aussi d'autres livres, notamment Robert McGee et d'autres qui réfléchissent à ça. Et donc du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qui fait qu'un film fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'un film est passionnant? Et un film passionnant, c'est quoi? Tu as un personnage principal qui est attachant. Ce personnage principal a un objectif. Mais pour atteindre cet objectif, il y a des blocages. Pour surmonter ces blocages, il va devoir quitter son environnement de sécurité, prendre des risques, découvrir quelque chose de nouveau, être accompagné par un mentor, et c'est comme ça qu'il va réussir. Donc en gros, ça c'est tu vois, la structure fondamentale d'une histoire. Maintenant, si tu réfléchis par rapport à un livre de non-fiction, donc un livre de business, ça reste un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as un lecteur qui veut accomplir un résultat, mais pour ça, il a des blocages. Et pour accomplir ce résultat, il va devoir apprendre des compétences. Et grâce à ces compétences, il va surmonter ses problèmes et va réussir son objectif. Donc du coup, tu peux structurer ton livre et tu découvres que beaucoup de livres de non-fiction sont structurés selon cette formule. Donc sont structurés soit comme un livre de détective, d'enquête, de trouver la solution, de trouver le mystère, soit comme un livre d'aventure, de surmonter ces obstacles pour atteindre quelque chose. Et donc très concrètement, je me suis demandé, ok, aujourd'hui mon lecteur il est où ? Mon lecteur, il est là. Mon lecteur, il veut aller où? Il est là. Quels sont les obstacles qui sont entre les deux? Et en fait, je peux raconter à mon lecteur sa propre histoire d'entrepreneur, de comment est-ce qu'il va surmonter les obstacles et comment est-ce qu'il va réussir petit à petit et comment est-ce qu'il va développer ses compétences et quels vont être les problèmes inattendus qui vont survenir entre les deux. Parce que moi, je l'ai vécu. Je suis passé par là. Donc, je peux à la fois te raconter mon histoire pour illustrer ces différentes étapes et je peux à la fois montrer à mon lecteur ce qui va être et les hauts et les bas qu'il va avoir. Et ça, normalement, ça me permet d'avoir à la fois une histoire qui est forte, à la fois des émotions positives et à la fois aussi des émotions négatives. Et je pense que c'est important dans un livre comme celui-là de montrer aussi le côté obscur. Parce que si c'est vous allez monter un business, ça va être super facile, vous allez gagner plein d'argent, vous allez réussir, bah, ça peut être excitant pour les gens qui le lisent s'ils y croient, mais la plupart ne vont pas y croire parce que c'est pas vrai. Et surtout, c'est un peu monotone comme histoire. C'est comme regarder un film où le héros il gagne à tous les coups. Si dans Star Wars, le gars il gagne à tous les coups et du début à la fin, il n'y a aucun problème, bah, c'est pas très intéressant à regarder. Et il faut comprendre les hauts et les bas aussi de l'histoire que tu racontes. Et pour ça, moi j'ai été étudier beaucoup du coup, de films hollywoodiens, de bouquins de non-fiction, pas forcément des livres de business, mais des bouquins de non-fiction dans le dev perso, des bouquins de vulgarisation scientifique, ce genre de choses, pour comprendre, ok, comment est-ce qu'il me faut une accroche, tu vois, c'est quoi l'accroche au début de ce chapitre qui me donne envie de voir la fin du chapitre. Qu'est-ce qu'il me dit au début du livre pour me rendre enthousiaste de savoir ce qui va se passer à la fin. Et c'est pas juste conseil, parce que si tu fais juste ça, c'est juste de l'information, c'est trop sec et on a du mal à se projeter dedans et on a du mal à prendre du plaisir à le lire. Tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est pas un manuel de cours que tu aurais à la fac. Tu vois, ce que je veux te faire, c'est vraiment un truc où tu es engagé dedans et tu as envie d'aller jusqu'au bout pour savoir ce qui va se passer à la fin et pour savoir ce que tu vas apprendre jusqu'au bout. Et du coup, je suis une structure de storytelling et à l'intérieur, je vais mettre tous mes conseils, toutes mes stratégies, tu vois, mais j'ai mon arc narratif, on va dire, j'ai ma structure globale et ça, c'est inspiré vraiment de tout le travail que moi j'ai fait sur regarder le storytelling sur le point de vue le plus fondamental, sur les films hollywoodiens, sur les romans. Et pour le coup, je récupère un petit peu des trucs que j'avais appris quand j'étais gamin, tu vois, à écrire mes petites histoires. Ok. Et du coup, pour faire la transition vers un script YouTube, en fait, moi j'aimerais bien savoir si tu trouves qu'il y a une différence assez forte entre quand tu écris du coup la narration de ton bouquin et la narration d'une vidéo. Prenons une vidéo qui n'est pas très longue. Si tu devais faire plus ou moins la même chose que ce que tu as raconté dans le bouquin, bien entendu, tu enlèves beaucoup de conseils et de concepts qui sont donnés. Mais est-ce que la narration peut être la même sur une vidéo YouTube de 15 minutes par exemple? Par plein d'aspects, ouais. Donc le contenu est un petit peu différent, mais la structure est pareille. Par exemple, si tu lis mon livre, tu remarqueras que chaque chapitre commence avec une accroche assez forte.
moi, j'aime pas commencer mon chapitre en disant bonjour, dans ce chapitre, on va parler de ci, de ça, et j'annonce mon plan, etc. Pourquoi ? Parce que ça, c'est antithétique à la manière dont je vais créer une vidéo YouTube. Quand je vais créer une vidéo YouTube, je me dis, quand la personne elle clique sur la vidéo, je veux que les 2 premières minutes, ça va te scotcher et ça va te donner envie de voir la suite. Donc, je ne peux pas te faire une introduction blabla en disant depuis la nuit des temps, la persuasion, c'est important. Et puis, on va parler de ci, on va parler de ça. Tu vois, parce que ça ennuie les gens et ce n'est pas intéressant. Donc, en fait, du coup, mon chapitre, le chapitre est plus long qu'une vidéo, mais j'y pense presque comme une vidéo YouTube en me disant il me faut une accroche forte, il me faut des concepts forts que les gens n'ont pas vus ailleurs, il me faut un problème qui est introduit directement et ensuite une série de solutions qui vont être posées par rapport à ce problème. Et il faut qu'à la fin, tu aies une espèce de dénouement émotionnel où tu te dis « Ah, là j'ai appris quelque chose ». Tu vois, il faut qu'à la fin que les gens regardent ma vidéo, ils aient l'impression que la promesse que je leur ai faite dans le début de la vidéo, dans le titre, dans la miniature, a été réalisée. Et j'ai aussi envie que dans mon chapitre, à la fin du chapitre, tu dis « Ah, la promesse du chapitre a été réalisée ». Donc, tu vois, tu as une espèce de mini-structure au sein de chaque chapitre qui est une accroche intrigante. Souvent, c'est une étude de cas particulière, une histoire particulière que je vais raconter, ou un paradoxe particulier, ou un blocage particulier particulièrement intéressant. Ensuite, grâce à cette étude de cas, cet exemple, comprendre le problème central ici, pourquoi est-ce qu'il est super épineux, présenter une série de solutions, potentiellement des complications et des solutions à ces complications, avec un dénouement à la fin où tu dis « Ah tiens, et tu regardes un peu tout ce que tu as fait, tu dis « Ah tiens, il y a un truc qui s'est débloqué, j'ai eu un déclic ». Et je veux que dans chaque chapitre, tu aies un déclic et que chaque chapitre presque puisse être pris, pas totalement en isolation parce qu'il dépend des informations qui sont précédemment, mais que si tu lis juste un chapitre avant de te coucher le soir, par exemple, ce chapitre il soit satisfaisant en soi. Tout comme chaque vidéo doit être satisfaisante en soi. Même si j'ai plein de vidéos sur ma chaîne, tu vois, je veux qu'à la fin, tu dises « Ah tiens, ça c'est cool ». Donc à chaque fois, il y a une petite structure. La structure globale sur le livre, pour le coup, est beaucoup plus différente parce qu'il faut penser à un autre niveau. Tu vois, c'est un petit peu comme la différence entre un épisode de série. Tu vois, tu regardes une série, chaque épisode va avoir sa structure, son enjeu, ses problèmes, ses résolutions, etc. Mais ta saison entière va aussi avoir une structure au sein de laquelle chaque microstructure d'épisode va jouer son rôle. Donc, il faut penser à différentes échelles. Et puis après, il y a encore une échelle qui est comment est-ce que les différentes saisons, les 6 saisons de ta série, vont faire évoluer ton personnage. Donc, le chapitre, tu vois, ça serait un épisode et l'ensemble du livre, ce serait par exemple une saison. Et donc, tu dois avoir une progression de ton personnage du début à la fin de l'épisode. Il doit lui arriver des trucs, sinon on s'emmerde. Mais il doit aussi y avoir une progression du début à la fin de la saison. Et il faut que tu comprennes comment est-ce que au sein de chaque épisode, tu fais non seulement évoluer l'histoire globale, mais aussi l'histoire de cet épisode et comment est-ce qu'au sein de chaque épisode, il y a quand même des petites histoires qui sont résolues. C'est pour ça que dans une série, par exemple, comme Mad Men, tu vas à la fois avoir les personnages qui évoluent au sein de la série, mais au sein de chaque épisode, ils vont avoir un conflit particulier qui va pour le coup être résolu à la fin de la série. De l'épisode, pardon. Ouais. Cette structure-là que tu as présentée, c'est une structure du coup que tu utilises que tu as utilisée dans le bouquin, dans chaque chapitre, et que tu utilises du coup dans quasiment toutes les vidéos YouTube que tu fais. Tu suis vraiment cette structure-là chaque fois que tu te dis, voilà, je dois créer une vidéo. Ouais, carrément. Ok. Et souvent, ça me prend du temps. Par exemple, là, je suis en train de créer une vidéo pour annoncer la sortie de mon livre, parce qu'il est, au moment où on parle, il est en précommande et il est dispo, mais il n'est pas encore sorti, donc on ne peut pas encore l'acheter. Donc je suis en train de faire une vidéo là, et par exemple, je suis bloqué sur un élément, je me dis, en gros, je sais ce que je veux dire dans la vidéo et j'ai le contenu de la vidéo, mais il manque un ingrédient, et c'est l'accroche. J'ai pas une accroche forte qui fait que quand tu cliques sur la vidéo et tu regardes la première minute, tu as absolument envie de regarder la suite. Il me manque encore une accroche. Et du coup, je me suis dit, tiens, je me demande comment est-ce que différentes personnes dans des domaines qui sont différents du mien vendent leurs livres. Il y avait une personne que je trouvais vraiment intéressante dans le marketing de son livre, et c'est Fabien Olicard. Donc j'étais voir la vidéo de vente du dernier livre de Fabien Olicard. Son livre s'appelle « Votre temps est infini » et c'est un livre sur l'utilisation de son temps et la productivité. Et donc il a une vidéo de 15 minutes qui présente son livre, et la vidéo commence, et donc tu as Fabien Olicard qui est là, qui regarde sa montre, et qui te fait tic, toc, tic, toc, tic, toc. Et après, il vient et te fait, voilà, c'est le temps qui passe. Et d'ailleurs, j'ai acheté cette montre, et cette montre me dit quand je vais mourir. Et je vais mourir dans 38 ans, 3 mois et 14 jours. Et 3 heures et 30 secondes, 29 secondes, 28 secondes, 27 secondes. Et ça, c'est
peut-être les 30 premières secondes, la première minute de sa vidéo. Et là, il va te mettre un enjeu. Il va te prendre aux tripes, tu vois. Ouais. Il est en train de te vendre un livre sur la productivité. Ok, c'est cool. Mais là, il te prend aux tripes de qu'est-ce que c'est que le temps qui passe, qu'est-ce que c'est que chaque seconde, tu t'approches de ta mort, de qu'est-ce que c'est que d'être frustré, de procrastiner, de laisser passer des précieuses secondes de ta vie. Et c'est une accroche brillante pour la vidéo qu'il est en train de te montrer et pour ce qu'il est en train de te faire. Et c'est tu vois, c'est aussi le truc. Alors, est-ce que si tu parles à Fabien Licard, est-ce qu'il va te parler de la même structure que moi ? Plus ou moins, parce que instinctivement, tout youtubeur comprend l'importance de son accroche, comprend l'importance de placer un problème dès le départ, comprend l'approche de graduellement te montrer les solutions à ce problème. Et d'ailleurs, si tu regardes sa vidéo, c'est comme ça que ça fait. Donc, il va te faire cette accroche émotionnelle. Après, il va t'expliquer le problème du temps, de l'importance du temps, de ce que ça représente pour lui et des solutions qu'il a mises en place pour le résoudre. Et puis, bien sûr, il te parle du sommaire de son livre. Et c'est pour ça que ces structures, elles sont assez universelles. Et donc, moi, dans ma vidéo, ce qui me manquait, c'était une accroche. Donc, au moment où on se parle, je n'ai pas encore trouvé la bonne accroche pour cette vidéo. Mais je sais que ça fait partie des ingrédients qu'il me faut dans la vidéo. Le problème central, je l'ai, les solutions, je les ai, mais l'accroche qui va faire que tu vas avoir une espèce de punch émotionnel ou que tu vas être « Ok, il faut que je regarde cette vidéo, ça va être un truc de ouf », j'ai pas encore trouvé ce petit plus. Et je sais que c'est un ingrédient qui va être essentiel pour l'efficacité de cette vidéo. Ok. Là, on a parlé de la structure générale. Il y a un peu certaines petites astuces, on va dire, notamment le pattern interrupt que tu as utilisé dans une vidéo. Me semble-t-il, c'était quand tu présentais un petit peu ta vie d'entrepreneur à Bangkok, qui était en gros, qui faisait partie de l'accroche. Et il y a pas mal de personnes qui font ça super bien. Matt Davella, qui fait ça extrêmement bien dans une vidéo aussi sur le minimalisme, qui a explosé et qui a participé à l'explosion de sa chaîne aussi. Je sais pas si tu as des astuces qui sont notées quelque part et tu te dis voilà, des fois il faut que je les utilise dans certaines vidéos ou pas du tout. Est-ce que tu as développé toi-même aussi certaines structures narratives, on va dire, qui sont pas vraiment des bouquins, qui sont assez propres à toi? Donc l'élément clé que j'ai à ce niveau-là, ou un des éléments qui me semble le plus important, c'est ce que j'appelle le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est qu'on a naturellement plus tendance à faire attention aux informations négatives et aux conflits qu'à tout le reste. Et donc, très souvent dans les titres de mes vidéos, je cherche un élément de conflit ou de négativité que je peux injecter dans une vidéo. Je vais donner un exemple. Quand je fais une vidéo sur Fortnite, je dis Fortnite, comment gagner des millions avec un jeu gratuit. Donc là, il y a un aspect de comment est-ce que tu gagnes des millions. Il y a un paradoxe entre les millions et le jeu gratuit. Évidemment, pour beaucoup de gens, gagner des millions, ils ont une petite réaction à ça. Et la miniature va être encore plus directe. Et la miniature dit comment créer une addiction. Sur la vidéo que j'ai faite sur le débat entre Squeezie et Thibaut InShape, c'est Squeezie versus Thibaut InShape. Donc directement, il y a un conflit. Et après, ces youtubeurs ne sont pas vos amis. Directement, il y a un élément négatif. Et j'ai découvert que jouer sur ces éléments de négativité, j'utilise souvent des termes comme des termes de conflit ou des termes comme manipulation, des termes qui ont une réaction négative chez les gens, c'est des accroches qui vont être assez fortes. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, une histoire est bien racontée quand il y a un conflit. Et donc si je te dis juste comment faire ci, comment faire ça sur Internet, il n'y a pas un conflit, il n'y a pas un mystère, il n'y a pas un truc négatif qui se passe, c'est juste un truc positif, comment changer ta vie. Mais si je te donne un élément fondamentalement de conflit ou de négativité au sein de ça, tu as envie de savoir ce qui se trouve derrière. Et ça crée une bonne accroche pour une vidéo. Et donc souvent, même sur des vidéos d'analyse qui sont entièrement positives sur une personne, j'essaye de trouver un twist qui rend la chose soit paradoxale. Donc c'est ce que j'ai fait sur PNL. Donc PNL, le titre de la vidéo, c'était comment PNL est devenu une marque de luxe. Donc c'est un élément paradoxal. Pourquoi est-ce que PNL, un groupe de rap, est une marque de luxe ? Ou alors, je vais trouver un twist négatif ou qui te donne un peu une méthode cachée, un peu sombre. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur le youtubeur Micode qui était intitulée « Comment Micode hack votre cerveau ». Et encore une fois, c'était l'idée où j'avais fait une vidéo « Comment fonctionnent les arnaques ». C'est une vidéo qui a très bien marché. Donc ce côté un petit peu négatif. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais souvent jouer parce que je joue en fait un peu avec ce côté obscur du marketing. Et je flirte aussi avec ce côté de le marketing, c'est un truc un peu dangereux et c'est aussi
un angle en tout cas sur YouTube qui va être efficace parce que tu as ce conflit interne dans ce que tu racontes. Et toujours avoir cette idée de le titre doit avoir un paradoxe et le titre doit être le promesse de quelque chose de plus grand et d'une tension essentiellement qui va être résolue. Parce qu'à partir du moment où tu as introduit une tension psychologique, les gens veulent que cette tension elle soit résolue. La tension, ça peut être une phrase qui est a priori absurde. PNL est une marque de luxe. What? Tu vois, pourquoi est-ce que PNL est un groupe de rap? Donc ça, c'est une tension. Ou alors, c'est un élément négatif, ou c'est un conflit, ou c'est un clash, etc. Moi, je joue peu sur le clash. Un des titres dont je suis particulièrement fier cette année, c'était La justicière de YouTube accuse un innocent. Ouais. Et là, c'est pareil, tu vois, c'est un truc, c'est comment est-ce qu'une justicière peut accuser un innocent et accuser un innocent, évidemment, c'est un élément qui est fort, il y a un conflit, il y a un paradoxe, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et là, c'est un titre qui est, donc je suis particulièrement fier. C'est la petite touche de la justicière qui, pour moi, fait le petit plus là-dessus. Donc c'est ça que je cherche, tu vois, sur mon accroche. Et en fait, du coup, là, je parle du titre et de la miniature, mais ça va se prolonger, en gros, dans les 2 premières minutes de la vidéo, qui sont mon accroche, dont je parlais tout à l'heure, pour donner envie aux gens de regarder la vidéo. Et puis même, vu que la personne, du coup, attend le dénouement, la résolution de l'histoire, c'est un moyen de captiver le viewer jusqu'à la fin et que, du coup, le watch time soit plus élevé aussi. Ouais. Sur le script, alors j'ai une question qui est assez personnelle pour le coup, qui est que est-ce que ça t'arrive des fois d'écrire un script et de te rendre compte, alors là je parle vraiment de vidéo, et de te rendre compte que t'as une grande idée, mais soit beaucoup trop de concepts, ou soit une deuxième idée qui prend presque la place de la première. Et d'avoir vraiment ce paradoxe de se dire, ok, soit je fais une vidéo qui est bien plus longue, et c'est toujours tout à coup beaucoup plus compliqué d'organiser bien ses idées et d'organiser un bon script, ou ça t'arrive parfois de simplement couper la vidéo et de te dire, bah voilà, je vais faire 2 vidéos sur un sujet qui est similaire, mais qui, pour le coup, il y aura 2 angles bien différents. Ouais, ça m'arrive assez souvent. Donc, par exemple, la vidéo Squeezie versus Tipo InShape, j'avais coupé toute une partie d'une vidéo qui a finalement jamais vu le jour, mais qui allait s'appeler Pourquoi les youtubeurs méritent d'être riches. Okay. Donc, tu vois, encore une fois, hein, le mot mérite ici et le mot riche, je vais aller chercher un petit peu le conflit ici. Cette vidéo a jamais vu le jour pour différentes raisons. Une partie, c'était que au final, je trouvais pas que les concepts que j'avais gardés pour cette vidéo étaient non plus transcendants. Et je trouvais au final que c'était pas... que ça apportait pas tant que ça et que voilà. Donc j'ai décidé de ne pas la faire au final, mais j'ai un plan, tu vois, semi-fait pour cette vidéo. Et il y a eu des cas où j'ai eu aussi le cas inverse. Donc sur une de mes vidéos les plus longues de cette année qui s'appelle Comment faire la vidéo YouTube parfaite, j'analyse mes 2 youtubeurs préférés, qui est une vidéo qui est explicitement justement sur cette structure de storytelling, et j'analyse des youtubeurs que j'apprécie particulièrement et qui sont dans des domaines différents mais qui utilisent ces mêmes structures de storytelling. Et là, c'est une vidéo qui a fini par être 42 minutes, mais à l'origine, je me suis dit, je vais la couper en fait, et ça va être une vidéo en 3 parties. Les 2 premières parties, c'est les 2 youtubeurs que j'ai analysés, et il devait y avoir une 3e partie qui était une partie sur PewDiePie, dont j'avais déjà parlé, mais je voulais reparler de lui et montrer comment il utilisait les mêmes techniques. Donc en fait, je voulais montrer des techniques sous 3 angles différents, dans 3 vidéos différentes. Mais en testant le truc et en séparant les vidéos, je trouvais que du coup, on restait un peu sur sa fin dans la première vidéo, et comme j'avais qu'un seul exemple, du coup, on n'avait pas l'impression. Je trouvais que les techniques que je montrais n'avaient pas le même impact si elles étaient montrées dans un seul exemple. Alors que si elles étaient montrées dans 2 exemples, dans 2 domaines totalement différents, elles avaient beaucoup plus d'impact. Et du coup, j'ai décidé pendant le moment, je me dis, est-ce que je les sépare, ça a plus de sens, ou est-ce que je les garde ensemble, ça fait peut-être un peu trop d'infos, ça fait un peu trop, mais comme elles étaient plus fortes en étant ensemble, j'ai décidé de les garder. Il y avait d'autres fois où je les avais séparées. Par exemple, j'ai fait toute une série de vidéos sur les conférences TED et les techniques qu'ils utilisent. Et là, comme il y avait des techniques qui pouvaient être bien séparées, et j'ai pu les séparer en différentes vidéos, et ça faisait quelque chose qui était cohérent. Mais globalement, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir un grand concept, et après d'avoir les exemples qui vont soutenir ce concept, ce qui fait que, effectivement, si j'ai un concept qui est là et qui est annexe, ce que je vais essayer de faire, c'est de l'extraire et de le mettre de côté. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'écris... donc mes vidéos sont souvent
séparé en plusieurs parties. Et parfois, je vais extraire une partie entière, en fait. Et notamment sur cette fameuse vidéo sur les youtubeurs, j'ai extrait des grandes parties qui parlaient plus de la monétisation de ces youtubeurs. Et je trouvais que la vidéo était déjà assez longue et que c'était une distraction. Donc, du coup, j'ai extrait en fait ces trucs-là et je les mets dans un document séparé. Genre, tu vois, les coupes de telle vidéo, en me disant dans ma tête, c'est un peu une astuce psychologique que je me fais, en me disant, bah tiens, comme ça, c'est pas perdu. Le travail n'est pas perdu que j'ai fait pour écrire cette section, où j'ai peut-être passé, tu vois, du temps et je la trouve bien, il y a des bonnes idées, mais elle ne rentre pas dans la vidéo, donc je la mets de côté en me disant que plus tard, je l'utiliserai. En fait, c'est rarissime que je réutilise ces bouts de vidéos que je mets de côté, mais j'ai toujours fait ça sur mes pages de vente, sur mes emails. Je mets toujours de côté des trucs que je n'utilise pas en me disant... En fait, ça me donne le courage de couper des éléments de ma vidéo. Parce que si ça disparaissait, je me dis, ah tiens, c'est perdu, c'est dommage, il y a une bonne idée. Si je me dis, je m'en servirai plus tard, même si finalement je ne m'en sers pas, ou pas de cette manière-là, ou pas dans ce texte-là, ça me donne le courage de le faire et de me dire, c'est pas gâché. Ok. Du coup, on a parlé beaucoup d'écriture en fin de compte, d'écriture de script YouTube, de l'écriture de ton bouquin. Là, tu viens de me parler de pages de vente, d'email. En fin de compte, ta journée, ton travail créatif, il est énormément basé sur l'écriture. Ouais. Et même le montage, du coup, est délégué à une personne de ton équipe. Est-ce que c'est pas un peu compliqué, du coup, que la principale tâche, c'est quasiment toujours la même? Je te dis ça parce que pour moi, ça me fait vraiment du bien de changer de type d'activité. Quand je suis en train d'écrire un script, ça me fait du bien de des fois passer sur le montage, puis de passer sur d'autres types d'activités. Toi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu comprendre du coup que tu adorais écrire. Mais en gros, c'est quoi? C'est combien de pourcentage de temps le plus important de ta journée est fait en écrire en fait? Je vais passer sur les scènes probablement entre 40 et 60% de mon temps à écrire. Donc cette semaine, par exemple, c'est beaucoup moins parce que je suis en promo sur mon livre, mais grosso modo, je passe mes matinées à écrire. Donc je passe mes matinées à écrire et je bloque toutes mes matinées juste pour écrire. Après, moi, j'ai beaucoup de tâches de toute manière qui sont hors YouTube. Donc moi, j'ai une équipe, on est 5 que je dois gérer. Je les appelle avec mon équipe, je réponds à mes emails, j'ai différentes personnes, je réponds à mes clients en vidéo, je fais mes consultations pour les clients de mes formations. J'ai tout un tas de choses qui sont annexes et que je fais dans l'après-midi. J'enregistre bien sûr mes vidéos quand il faut les enregistrer. J'enregistre mes vidéos de formation. J'ai un podcast que je fais de temps en temps et donc du coup je fais mon podcast aussi. Donc c'est pas non plus comme si je faisais de l'écriture 24 heures sur 24. C'est vrai que c'est ma principale entrée dans tout ce qui est créatif, ça passe par de l'écriture et j'y passe en gros toutes mes matinées. J'essaie d'y passer une grosse moitié de mon temps, on va dire, mais après le reste du temps, j'ai aussi des tâches et je gère mon équipe, etc. Vu que tu enregistres tous tes temps de travail, du coup tu dois savoir à peu près en moyenne combien tu travailles de temps par jour. C'est combien de temps à peu près? Donc la manière dont je le traque, c'est que je traque les heures particulières que je fais sur une application qui s'appelle Toggle. Donc ça traque uniquement le temps qui est passé à être concentré sur une tâche en particulier. Donc tout le temps que tu passes sur Internet, à boire de l'eau, à prendre un café, à déjeuner, etc., c'est pas compté. Donc là, je mets uniquement les heures sur les tâches. Donc sur les tâches, je vais généralement traquer entre 5 et 6 heures par jour. Si je me fais une journée, par exemple, cette semaine, j'ai fait une journée à 7h48 de mesurer. C'était mardi, je suis en train de le voir, je l'ai sous les yeux. Ça, c'est une journée de fou en fait. Ouais. C'est une journée où en fait, j'ai été à mon bureau pendant 10h30, grosso modo. Donc 5 à 6 heures, c'est une journée complète de travail où je vais être à mon bureau environ 8 heures, grosso modo. Okay. 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Donc c'est à peu près le temps que je fais. Et ça, je le fais du lundi au samedi. Et le dimanche, je ne bosse pas. Ok. Donc objectivement, avec la data, du coup, on peut dire que tu es quelqu'un de vraiment productif. En fait, très franchement, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de considérer que j'étais productif ou en tout cas d'arrêter de culpabiliser. Tu vois, genre juste après l'école de commerce, quand du coup tu es dans tes projets un petit peu tout seul et que c'est toi-même qui fais tes journées de travail, au début, objectivement, j'étais pas très productif et il y a un moment donné où je culpabilisais beaucoup, notamment
quand on va dire tu fais voilà 2 ou 3 pomodoro par jour, ce qui équivaut à 1h30 de travail par jour, même si c'est du deep work, c'est du travail profond, c'est pas quelque chose d'incroyable. La question du coup que j'avais, c'est combien de temps ça t'a pris pour devenir vraiment productif? Moi je sais que ça m'a pris quand même pas mal d'années après mon école de commerce, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai fini, et il n'y a que à partir de ce moment, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a que depuis 1 an que je commence à être plus ou moins productif, ou du moins ce moment où je culpabilise pas. Toi, combien de temps ça t'a pris, et c'était quoi le parcours un peu? Donc moi, j'ai toujours eu énormément de culpabilité par rapport au fait de ne pas travailler assez. Encore aujourd'hui, dans une certaine partie, mais aujourd'hui, je m'y suis un peu résigné avec le temps. En gros, je me suis résigné avec le temps de me dire 5 à 6 heures par jour de travail focus sur mes tâches, c'est ce qui est tenable. Donc en fait, au départ, quand j'ai commencé, j'étais sur des hauts et des bas improbables. C'est-à-dire que j'étais sur un truc où je bosse à fond, je travaille jusqu'à 4 heures du matin, non-stop, je m'en fous, je mange pas, je fais rien, Et puis après, j'étais en mode putain, je peux plus bosser, j'en peux plus, j'ose même plus regarder mes emails, je suis en truc de dépression totale et je bosse pas pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et là, c'est bon, je reviens, vas-y à fond, on va réussir. Je suis vraiment dans les hauts et les bas. Et ça, c'est le principal facteur que j'ai essayé de régler et de contrecarrer au fil du temps. Parce qu'en fait, si dans ces hauts et des bas, c'est très compliqué de mener tes projets à bien jusqu'au bout, c'est compliqué d'avoir une fiabilité, et puis tout simplement, t'es soit dans un truc frénétique, soit dans un truc de déprime et de culpabilité totale, et au final, tu fais jamais assez, t'as l'impression de pas avancer si vite que ça, et au final, t'avances pas si vite que ça si tu fais la moyenne entre les deux. Et il y a plusieurs éléments que j'ai découverts à ce niveau-là. Un des éléments simples, c'était vraiment de travailler sur ma routine et de travailler sur le moment où je me couche, le moment où je me lève, le moment où je suis au bureau, de travailler sur le fait de commencer toujours par ces tâches créatives, savoir à quel moment je fais du sport, etc. Tu vois, tous ces éléments de routine qui vont autour m'ont beaucoup aidé. Notamment, moi, j'ai eu très longtemps des problèmes pour dormir. Et ce qui faisait que je dormais pas, je me levais tard. Donc, du coup, après, je me dis, tiens, je me suis déjà levé tard, il faut que je travaille à fond. Donc, du coup, je travaillais super tard. Et après, du coup, je dormais encore moins. Et tu vois, c'est vraiment dans des cercles un peu comme ça. Et toute la question, c'était comment est-ce que je trouve une routine et un rythme qui fonctionne pour moi et qui peut être tenable. Donc là, le premier élément, c'était ça. Il y avait un élément qui était tout le plan de ce que j'appelle la méthode des 90 jours, c'est-à-dire de pouvoir fixer tes objectifs et pouvoir avancer de manière régulière et comprendre exactement ce que tu veux faire et pas tomber dans des trucs de vas-y, je vais faire ça, je vais monter un nouveau site, ça va être génial. Et tout d'un coup, tu fais un détour incroyable pendant 3 jours où tu vas monter un site nouveau, mais qui n'a pas forcément de sens d'un point de vue stratégique sur le long terme. Ça, c'est un autre élément. Et après, le truc le plus contre-intuitif que j'ai trouvé, c'est en fait de m'arrêter avant d'être épuisé. Donc, comme j'avais ce truc-là de culpabilité et de me dire je suis up, je suis down, je bosse pas. Quand je bossais, c'est genre tant que mon cerveau il pouvait faire 2 + 2 = 4, tu vois, je n'avais pas fini de bosser, quoi. Ça me semblait être immoral quasiment de m'arrêter de bosser tant que je n'étais pas complètement démonté. Ce qui veut dire que je rentrais chez moi le soir après bosser. C'est une époque où je habitais pas mal au Vietnam et j'allais bosser dans des cafés. Et j'étais là dans des cafés pendant des heures et des heures et des heures et des heures par jour. Et je rentrais chez moi et j'étais démonté, quoi. J'étais incapable de faire quoi que ce soit et j'étais complètement épuisé. Mais ce qui fait qu'en fait, à force de faire ça, ben en fait, tu t'enclenches l'autre cycle où en fait ton cerveau fait un blocage. Et tu bosses plus du tout, et tu es dans la culpabilité, dans la dépression totale, et tu n'arrives plus à rien faire, et tu n'as plus d'idées, plus de créativité, etc. Et en fait, paradoxalement, c'est en me disant, à telle heure, je vais m'arrêter, et c'est la limite que je me mets, que tu ne vas pas tomber dans ce cycle inverse de contre-productivité. Et donc, que les 2 heures de plus que tu aurais peut-être travaillé le soir après le dîner, au final, tu les payes quand pendant une semaine, tu vas quasiment rien foutre et tu vas mater, je sais pas, la saison 12 de Friends pour la 4e fois. Tu vois. Donc, c'est aussi ce truc de me mettre aussi des limites, paradoxalement, qui m'a pas mal aidé et de ne pas me pousser trop loin les jours où ça va bien. Et du coup, c'est en ayant confiance que voilà, tant que je reste sur le rythme, ça va continuer à aller et il vaut mieux être régulier. En gros, il faut mieux courir un marathon que courir des sprints tout seul dans ton coin. Tu vois, parce que tu t'épuises, mais à quoi ça servait de faire le sprint? T'entends, c'est important de faire un sprint si tu as une deadline ou autre, mais si c'est pas le cas, ça n'a pas grand sens de faire ça. Donc sur tous ces éléments-là, ça m'a, tu vois, petit à petit en fait, j'ai trouvé de régularité, j'ai trouvé une routine qui fait que j'arrivais à avancer de manière régulière.
Ok, et dans la recherche de ta routine, là j'ai l'impression que ta journée de travail elle est assez classique dans le sens que tu as 2 sessions de travail, une le matin, une l'après-midi coupée par du sport probablement. Euh, Est-ce que tu as déjà essayé d'autres types de journées, c'est-à-dire une grosse session de travail par exemple avec un jeûne le midi ou enfin des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire? Ouais. Donc, pendant très longtemps, je mangeais pas le matin et le midi. Il y a eu de grandes périodes où en fait, je mangeais 2 repas et les 2 repas étaient le soir. Et d'ailleurs, ça saoulait tout le monde. C'était un de ces trucs, tu sais, où les gens sont un peu attachés à leur manière de faire Hmm. et ça saoulait tout le monde. Je dis, le nombre de fois où genre mes parents me disaient ah, c'est ton deuxième repas et genre mais Ouais. ça fait 10 fois que tu me dis qu'est-ce que tu racontes, tu sais très bien que je prends 2 dîners et que je bouffe pas de la journée, etc. Et en fait ça c'était dû en grande partie au fait que je pense que c'était pas que j'avais pas encore compris exactement les trucs de nutrition et donc du coup je me tapais des coups de barre monumentaux après le déjeuner. Et en fait je me tapais un coup de barre monumental après le déjeuner où je n'arrivais pas à redémarrer. Et du coup, la seule manière dont je pouvais travailler toute la journée, c'était de ne pas déjeuner en fait. Et ça, au final, j'ai compris un peu mieux les principes de nutrition qui faisaient que je pouvais prendre une pause, déjeuner et tenir le coup comme ça. Et qu'en fait, potentiellement, tu vois, au lieu de travailler... enfin, qu'au final, je pouvais avoir un peu plus de productivité, un peu plus d'efficacité l'après-midi en ayant cette pause. Mais pendant longtemps, je l'avais pas. Pendant longtemps, je travaillais d'une traite et pendant longtemps, je ne mangeais pas essentiellement tant que je n'avais pas fini de bosser et je prenais tous mes repas le soir. Donc en fait, je ne sais pas si à l'époque, je connaissais le concept du jeûne intermittent, mais en fait, j'avais presque réinventé moi-même le jeûne intermittent en partant du principe que probablement ma nutrition n'était pas top et donc du coup je me prenais des coups de barre après avoir mangé et que du coup je pouvais pas manger tant que je travaillais et en fait c'était en mode si je déjeune il y a 50% de chances que je redécolle pas l'après-midi, tu vois, donc c'était vraiment un truc qui était significatif et voilà, c'est moins le cas aujourd'hui, donc j'ai redérivé un truc plus classique, mais pendant longtemps, voilà, ou alors je travaillais des trucs où je commençais à travailler à midi, 14h, et je terminais à travailler à 2h du matin. Tu vois, il y avait aussi une grande période où j'étais dans ces rythmes totalement inversés. Il y a une longue période où j'étais dans le rythme inverse, c'est-à-dire que j'arrivais pas à être créatif du tout le matin. Et j'arrivais juste à être créatif à partir du moment où c'était le soir. Donc j'étais vraiment quelqu'un du soir et j'avais un boost d'énergie à partir de 18h, 19h et que j'allais du coup garder jusqu'à 22, 23h, 1h du matin, 2h du matin, tu vois, et j'allais le continuer jusqu'au bout. Et donc du coup, je me faisais une pique d'énergie le soir. Ce qui forcément était problématique sur le fait de dormir à l'heure et sur le fait aussi de pouvoir avoir une vie sociale, de pouvoir avoir un équilibre, etc. Et donc, je passais quasiment la journée à rien foutre ou à faire des trucs un peu simples, genre les emails, etc., en attendant mon pic d'énergie et de créativité. Et ça, c'était un problème parce que je me reposais sur ce pic d'énergie et d'inspiration seulement qui venait le soir. Et c'est que plus tard que j'ai appris comment avoir une régularité là-dessus qui me permettait d'être créatif le matin. Mais encore aujourd'hui, j'ai un côté où je suis naturellement du soir, tu vois, et j'ai un pic d'énergie, mais je sais pas si c'est comme ça que tu as envie de construire ta journée de travail, tu vois, sauf si tu peux tout sacrifier, mais c'est quand même un truc ça te coûte beaucoup quand les meilleures heures où tu peux bosser, c'est les heures où tes amis t'invitent à dîner, où ta femme rentre du travail, et tu es un peu un antisocial forcé de par tu vois, ton mode. Et donc du coup, mais du coup, j'ai eu beaucoup de choses et il y avait une période où, si tu veux, j'étais prêt à tout sacrifier pour cette productivité et c'était le truc le plus important. Et si j'étais pas productif, j'ai l'impression d'être une sous-merde, donc je m'investissais à fond là-dedans. Ouais, bah il y a aussi en plus de ça où tu vis. Si tu vis dans un pays où en hiver t'as quasiment pas d'heures de soleil et tu commences à te lever assez tard parce que tu penses être quelqu'un du soir et que ta créativité elle vient le soir, ça devient compliqué même pour niveau santé quoi, et niveau motivation. Et du coup, on passe sur la dernière question de cette interview qui va parler de motivation. Du coup, j'ai envie de te poser la question sur comment tu peux rester motivé tous les jours avec vraiment ce versus d'avoir un focus assez court terme, qui est donc le plan de 90 jours, où tu as un focus sur la prochaine next step, on va dire, et la vision long terme qui, je pense, est quand même assez importante d'avoir quelque chose vraiment qui est assez loin, qui peut être un petit peu ton pourquoi très fort, un peu ta mission de vie ou la personne que tu peux t'imaginer et visualiser être à plusieurs années.
comment toi tu arrives à gérer un petit peu ces deux parties-là et comment tu arrives aussi à rester focus sur, tu sais, quand tu as une vision assez long terme et que tu as envie de devenir une certaine personne, des fois ça vient sur ton quotidien et des fois tu es en train d'y penser, de passer une partie de ton cerveau disponible sur ces choses-là. Ou alors tu commences à te dire mais les trucs que je fais c'est trop petit, je devrais faire des trucs de ouf, et tout d'un coup je retrouve sur les gens, en école de commerce on a vu beaucoup de gens qui pensaient qu'ils allaient lancer le prochain Facebook. Et toute idée moins ambitieuse que lancer le prochain Facebook, ça leur semblait être une idée à la con, tu vois, et vendre des formations, faire des vidéos YouTube, ils auraient méprisé tout ça. Mais il y a aussi l'idée que tu commences avec ce que tu as en face de toi et ça a du sens de commencer par des idées peut-être plus modestes ou d'être consultant ou d'être freelance quand tu commences, de manière à développer ses compétences. Donc pour moi, une des clés pour cette solution, c'est pour résoudre ce problème, c'est en fait de vraiment comprendre comment est-ce que tes tâches de la journée elles se connectent à ton objectif de long terme. Donc en l'occurrence, moi j'ai vraiment ces objectifs de long terme que je vais avoir en me disant de ce que j'ai envie que ma boîte devienne, etc. Et puis ensuite, j'aurai mes objectifs de l'année qui vont être assez concrets en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'abonnés sur YouTube. Et ensuite, sur les 90 jours, je vais regarder mes objectifs de l'année et je vais me dire, OK, sur 90 jours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre les objectifs de l'année ? Qui, bien sûr, eux-mêmes vont me faire atteindre mes objectifs de long terme. Et après, sur la semaine, je me dis, OK, qu'est-ce que cette semaine, il faut que je fasse pour atteindre mes objectifs de 90 jours ? Et chaque jour, je fais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre mes objectifs de la semaine. Ce qui veut dire que si le processus s'est bien déroulé et si je fais confiance dans mon jugement stratégique de comment je choisis mes tâches, en théorie, le podcast qu'on est en train de faire ensemble à ce moment-là, donc la tâche que j'ai décidé de faire aujourd'hui, est directement connectée à mes objectifs de la semaine, de faire les interviews, à mes objectifs du mois, de lancer mon livre, à mes objectifs de l'année, de faire de mon livre un best-seller, à mes objectifs de long terme, qui est de pouvoir faire levier sur Marketing Mena pour accomplir un tas de trucs. Et donc, tant que j'ai confiance dans mon jugement que j'ai fait sur le choix des tâches, en théorie, chaque tâche que je fais devrait être la tâche la plus importante aujourd'hui pour accomplir cet objectif de long terme. Et c'est dû au fait que j'ai ce process et que régulièrement, je vais être en train de le revoir. Donc, je ne vais jamais en fait faire une tâche qui a été décidée il y a plus d'une semaine. Ça veut dire que lundi, je fais le bilan, OK, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire. Je ne vais jamais travailler sur un projet un peu plus large, tu vois, qui a été décidé il y a plus de 3 mois. Et je ne vais jamais chasser un objectif fondamental qui est décidé il y a plus d'1 an. Et donc, je suis toujours un petit peu sur le truc de me redire, OK, quel est mon objectif ? Est-ce que c'est toujours bien ? Combien de temps ça va qu'est-ce que je peux faire sur la période qui est en face de moi pour le faire ? Je suis toujours en train de me calibrer, tu vois, par rapport à ces objectifs de manière régulière, mais aussi, je suis toujours en train de prendre des décisions uniquement à une certaine échelle. Donc là, aujourd'hui, je prends des décisions sur ce que je vais faire aujourd'hui. Et lundi, quand on arrive, je prends des décisions sur la semaine. Et quand on va arriver le 1er avril, donc ce n'est pas le jour où je fais des blagues, c'est le jour où je refais mon plan pour le 2e trimestre, c'est le jour où je vais décider le plan des 90 jours. Et il y a un côté où je me dis, si demain j'ai un super projet, un truc excitant à faire, le futur de mon business, j'ai une idée de génie, ça peut probablement attendre le prochain plan de 90 jours où je vais le décider le 1er avril. Parce que je sais aujourd'hui sur le court terme, ce qui est en face de moi, les tâches que j'ai à faire pour lancer mon livre, les tâches que j'ai à faire ensuite, on a des lancements de produits particuliers qui arrivent. Et donc je sais ça, tu vois, que ça a déjà été défini. Et je ne vais pas aller le remettre sur le tapis aujourd'hui. Je fais confiance dans le fait que j'ai fait ce plan et que je vais le continuer. Mais en même temps, en début de semaine, je me dis, OK, en gros, la semaine prochaine, j'arrive. Tu vois, je me dis, OK, les interviews sur le livre, je les ai faites. La semaine prochaine, j'ai X trucs qui sont prévus. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus important pour atteindre mon objectif du mois, qui est de lancer mon livre, qui est connecté à mon objectif de long terme tu vois, donc, il y a toujours une chaîne entre ces événements et j'ai toujours la capacité de pouvoir tracer la connexion entre ma tâche du jour et mon objectif de long terme. Et puis après, le deuxième aspect là, c'est un truc que tu dois peut-être avoir déjà entendu parler parce que c'est le concept de Seinfeld, de dire tu veux avoir une chaîne de jours et pas briser la chaîne. C'est-à-dire, en gros, Seinfeld, c'est un comique américain et l'idée, c'était un comique lui demande comment est-ce que tu as fait pour devenir le plus grand comique américain. Et Seinfeld te dit, c'est simple, tu écris des blagues tous les jours, tu as un calendrier et chaque jour où tu écris des blagues, tu fais une croix sur ton calendrier et du coup, au bout de quelques jours, tu auras une chaîne où tous les jours, tu fais ça et l'objectif, c'est de ne pas briser la chaîne. C'est un truc dont je me sers dans plein de zones de ma vie. Il y a plein d'applications sur ton téléphone qui te permettent de le faire. Moi, j'en ai une qui s'appelle, je crois, Habit Loop sur Android, mais tu peux utiliser n'importe quelle application. Et je fais ma méditation. Donc, par exemple, je crois que là, je suis à 41 jours de méditation. Tu vois.
Donc ce soir, Ok. si j'ai un peu la flemme de faire de la méditation, je suis à 41 jours. J'ai un peu la flemme, je vais pas me dire, je vais pas tomber à 0 quand même, tu vois, donc je vais le faire. Ouais. Et je vais maintenir un jour de plus, puisque au final, la douleur de retomber à 0 sur la méditation et de repartir à 0, c'est vachement plus douloureux que simplement de faire un jour de plus. Et d'ailleurs, j'avais 46 jours juste avant, et il y a eu un jour où genre j'étais malade et j'ai pas pensé à le faire. Et du coup, j'étais vénère le lendemain de me dire, putain, j'étais à 46 et je repars à 1. Tu vois, et du coup, j'ai un peu une perte comme ça. Et ça, je le fais sur le sport, je fais sur plein de trucs. Et sur le boulot, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire que, ok, tous les jours, j'ai fait mes tâches que j'avais prévues cette semaine. Et je suis à X jours où j'ai fait mes tâches comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le jour où je vais briser la chaîne et où je vais repartir à 0 ? Bah non, je vais faire les tâches et puis voilà. Tu vois, donc, il y a aussi ce côté de dire, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, mais j'ai pas envie de créer ce précédent et de rentrer dans cette boucle négative. Et donc, l'idée de me dire, je vais surmonter la flemme, tu vois, la douleur de surmonter la flemme est inférieure à la douleur de me dire, je suis entré dans une boucle négative. Pas toujours, et parfois il peut m'arriver, tu vois, d'avoir des moments où je craque totalement et je prends des jours de break, etc. Où en fait l'épuisement est devenu trop fort et puis ça peut m'arriver d'avoir besoin de prendre du temps off. Mais la plupart des jours, tu vois, la simple flemme, j'arrive à la surmonter en me disant le truc c'est que si je le fais aujourd'hui, demain j'aurai encore plus de mal à décoller et le lendemain. Et j'ai suffisamment vécu quand j'ai commencé ces spirales négatives de culpabilité, de dépression et de dire mais je suis trop nul et je fais rien et je vais pas y arriver, je vais crever de faim, je vais devenir SDF, pour me dire que c'est un des pires états mentaux que je peux avoir. Et je vais pas prendre le risque, tu vois. Je préfère faire les tâches aujourd'hui et surmonter un peu cette flemme plutôt que prendre le risque de me dire, je suis la pire personne qui a jamais vécu sur Terre, quoi. Parce que il y a un moment donné où tu te rentres dans des trucs mentaux et peut-être que toi tu l'as vécu, où ça a aucun sens, tu vois, mentalement, mais tu vois plus le sens de la vie mais c'est un cercle vicieux, quoi. Mais ça t'est déjà arrivé en fait que t'aies un pourquoi qui est pas assez fort, un objectif à long terme qui est pas assez fort et que t'as besoin de le remodifier, ou c'est juste tu l'as fait au début, tu l'as défini assez fort ce que tu voulais à long terme pour Marketing Mania et c'est quelque chose que tu touches plus? Ça m'est arrivé où quand j'étais sur la séduction et que je bossais sur mon premier site qui était un site de séduction, mon premier business, c'est là où je gagnais ma vie. Et à un moment donné, je me suis dit, mais où est-ce que ça va ? C'est quoi le fin mot de ça ? Et j'arrivais pas à définir une vision stratégique, j'arrivais pas à comprendre où est-ce que ça m'amenait, j'arrivais pas à comprendre vers quoi est-ce que ça arrivait. Et en fait, du coup, ça me permettait de gagner ma vie, mais je savais pas vers où l'amener et je comprenais pas ce qu'il y avait au-delà du plan de l'année, en gros. Tu vois. Okay. Et donc du coup j'ai manqué de ce truc là et donc du coup à ce moment là j'ai cherché quelle allait être ma vision de long terme et qu'est-ce que je voulais construire sur le long terme et qu'est-ce que je pouvais me voir en train de construire pendant 10 ans, parce que parler de séduction pendant 10 ans je le voyais plus et c'est plus ce que j'avais envie de faire. Et du coup il y a un aspect où si parler de séduction pendant 10 ans ça me saoule, j'ai presque plus envie d'en parler aujourd'hui, tu vois, parce que je sais pas vers quoi ça m'amène et du coup je suis dans le flou par rapport à ça. Effectivement ça je l'ai connu, et après en passant sur Marketing Mania, j'ai eu différents niveaux de vision et ils ont évolué au fil du temps et je l'ai souvent mis à jour. Mais comme je te dis, j'essaie de le mettre à jour tous les ans, j'essaie d'y réfléchir tous les 90 jours. Donc j'ai des moments où j'essaie d'y repenser et de comprendre quelle est la vision derrière et qu'est-ce que ça représente et pourquoi est-ce que c'est important. Et pourquoi est-ce que c'est important pour moi, par exemple. Tu vois, c'est une vraie question de dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de doubler mon business. Pour gagner plus d'argent, moi j'ai déjà assez d'argent. Ouais. J'ai beaucoup plus d'argent que je n'en dépense. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de doubler mon business, tu vois? Donc, je suis obligé de réfléchir à ça parce qu'effectivement, si l'objectif c'est juste de faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est pas extrêmement motivant si ça affecte pas ta vie d'une manière matérielle. Mais du coup, je commence à penser aux projets qu'on peut accomplir avec une plus grande échelle, avec plus d'employés, avec plus de CA, tout ce qu'on pourrait faire et tout ce qu'on pourrait pas faire si on n'avait pas ça. Et l'idée que, à terme, ça pourra faire un truc qui est intéressant. Donc, j'essaie d'y penser en termes de me dire pourquoi est-ce que ça c'est important et d'essayer de me challenger, de dire pourquoi est-ce que tu fais pas pourquoi est-ce que tu te mets pas tu n'achètes pas une petite maison au bord de la mer et tu te mets pas à travailler 2 heures par jour et à te mettre en lifestyle et à vivre des trucs passifs que tu as déjà construits, quoi. Et je me challenge un petit peu, je dis vas-y, pourquoi tu le fais pas? Dis-moi pourquoi. Essaye de justifier ton truc. Et donc, j'essaie de justifier. Je dis, mais non, attends, il y a plein de trucs à faire, il y a plein d'opportunités. Je pourrais faire un truc vachement ouf. Je pourrais avoir un impact sur le monde, aider vraiment les gens, faire quelque chose. Je sais pas, peut-être qu'un jour, tu vois, je me dis, je pourrais atteindre 1 million d'abonnés, pourquoi pas, tu vois. Et si je me mets aujourd'hui à faire du lifestyle et à rien foutre sur la plage,
bah, je ne saurais jamais jusqu'où ça aurait pu être. Et j'aurais un peu gâché mon opportunité et ma chance de faire peut-être quelque chose de plus gros. Et donc, du coup, là, je me challenge un petit peu sur le pourquoi de manière régulière en me disant, bah, cet objectif chiffré que tu es en train de mettre, en quoi est-ce qu'il est pertinent? Essayer de le défendre un petit peu dans ma tête. Et ça, c'est un exercice que je fais enfin, je le fais sérieusement tous les ans et je le fais essentiellement tous les 90 jours en me disant, ok, toutes ces tâches que je suis en train de mettre, est-ce qu'elles sont vraiment importantes ou qu'est-ce qu'elles vont m'apporter et qu'est-ce qu'elles vont me changer? Et sinon, pourquoi est-ce que je prends pas, je sais pas, 3 mois où je bosse un peu moins, où je me relaxe un petit peu, où je passe du temps avec ma famille, tu vois? Il faut toujours que j'essaye de le justifier, mais j'ai aussi la facilité de, je crois vraiment à ce que je fais. Et donc, du coup, simplement le fait de me dire, j'ai envie de faire ce que je fais, j'ai envie de continuer, j'ai envie de le faire encore plus grand, en soi, c'est un truc qui est motivant. Et en soi, le concept de monter du business, pour moi, c'est motivant en soi, au-delà du fait que tu vas gagner de l'argent avec, en fait. Simplement, si c'était un truc où je n'allais pas gagner plus d'argent, j'étais bloqué à mon niveau actuel de revenu, par exemple, je me dirais quand même, j'ai envie de monter des projets, j'ai envie de le tester, j'ai envie de le faire, j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de voir si on peut y arriver, j'ai envie de voir jusqu'où est-ce que mon équipe peut monter en compétences pour les exécuter, etc. Et ça, je pense que prendre du plaisir intrinsèque dans ce que tu fais, forcément, ça aide pas mal. Ouais, c'est sûrement un plaisir qui doit te manquer dès que tu prends un petit peu des vacances ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, j'imagine que tu as envie de retourner à ça. Ouais, et puis tu as envie aussi d'avoir un challenge dans ta vie. Ça, c'est un truc, c'est un peu un paradoxe qui est de dire quand tu bosses à fond et quand tu as énormément de trucs, tu rêves de rien avoir à faire et de te mettre les pieds en éventail. Mais quand tu fais rien, en même temps, tu te dis, au final, au bout de 3-4 jours, Ouais. ça manque un peu de challenge, ça manque un peu de défi. Tu vois, il est où le truc à surmonter ici? Et ça, la première fois que je l'ai vécu, c'est assez bizarre. C'est en prépa, après mes concours, après avoir eu mes concours. Moi, j'ai eu un gros coup de qu'est-ce que je fais de mes journées, quoi. J'ai passé 2 ans à bosser comme un ouf, à avoir un objectif très clair dans la vie qui était d'avoir le concours. Maintenant que j'ai eu mon concours, je passe du jour au lendemain à zéro truc à faire, zéro objectif, tu vois. Donc en fait, j'ai l'impression qu'un peu tout ce que je fais, c'est une perte de temps parce que j'ai l'habitude de comprendre où investir mon temps pour avancer mes objectifs. Et tout d'un coup, j'ai plus d'objectifs. Donc, j'ai plus d'endroits où je peux me sentir productif. Et du coup, je me sens improductif tout le temps. Et je suis un peu dans un flou existentiel. Et c'est une des choses aussi qui, moi, m'a poussé à tourner vers l'entrepreneuriat. C'est aussi cette idée de qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que j'investis mes énergies? En quoi est-ce que, à la fin de la journée, je me dis, j'ai avancé vers quelque chose et demain, je serai un petit peu meilleur? Parce que sinon, tu as juste l'impression que tu stagnes et tu fais rien. Et je pense que pour des types de personnalités comme toi et moi, c'est important de comprendre que tu as avancé vers quelque chose et de te sentir à la fin de la journée que tu as construit un truc. Et puis même se fixer des objectifs et les atteindre, ça reste le truc le plus intéressant. Et parmi les objectifs qui sont cochés, qui sont checkés, c'est d'être numéro 1 des meilleures ventes d'Amazon. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable sur ton bouquin. Et ce sera du coup, on va finir l'interview comme ça. Si tu peux nous parler de comment tu as réussi ce tour de force. Ouais, donc le livre a été là pendant 3 jours, je crois. Numéro 1 des meilleures ventes sur Amazon des livres, donc toutes catégories confondues, ce qui était assez cool. Et je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Je pensais que sur Amazon, il y a plein de sous-catégories. Donc, tu peux facilement être numéro 1 des ventes dans la catégorie gestion, tu vois, marketing / truc. Mais là, c'était vraiment numéro 1 de tous les ventes de livres. Il y a 2 aspects à ça. Et d'ailleurs, il n'est pas encore sorti, il était juste en précommande. Je pense qu'il y a 2 aspects à ça. Le premier, c'est que il y a de la force à pouvoir avoir un push marketing qui est concentré, en fait. C'est-à-dire qu'une des raisons pour laquelle le livre passe numéro 1, c'est parce que je suis capable de mobiliser mon audience sur un temps qui est assez court, en fait, et de dire aux gens, voilà, allez faire ça à ce moment-là, et les gens le font. Versus la plupart des livres, le jour du lancement, comment est-ce qu'ils contactent l'ensemble des personnes qui vont être intéressées, tu vois. Je pense qu'il y a cet aspect de pouvoir le faire en une fois, ce qui forcément t'aide sur Amazon, puisque c'est mis à jour en fait toutes les heures, mais ça prend en compte les ventes des 24 dernières heures. Donc si tu peux faire un push sur 24 heures, ça peut avoir un aspect qui est assez fort. Et la plupart des ventes ici sont venues très simplement de ma liste email et d'avoir une liste email de gens. Ça, je pense que c'est l'élément le plus important à comprendre pour n'importe qui fait du business sur Internet, c'est que ta liste email, c'est là où tu vas faire la grande majorité de tes ventes, c'est là où tu peux contacter les gens directement. Et même si tu as une grosse chaîne YouTube, c'est la liste email qui va te permettre de toucher les gens directement, de garantir que tu peux contacter chaque personne, d'avoir un lien et de pouvoir pousser les gens à l'action. Et je pense que le rôle de l'emailing dans
le passage à l'action est essentiel. YouTube, c'est top pour générer une audience, pour capter l'attention, pour développer ta relation. Le podcast, c'est super pour approfondir la relation avec ton audience, pour faire du contenu, pour être dans leurs oreilles pendant des heures et des heures chaque jour. L'email, c'est top pour pousser les gens à passer à l'action. Et en fait, ce qui m'a fait passer numéro 1 sur Amazon, j'ai fait beaucoup de plans marketing, d'interviews, etc. Rien de tout ça n'est sorti. Ce qui m'a fait passer numéro 1, c'est que j'ai envoyé un email à ma liste en disant « Mon livre est en précommande, voilà pourquoi vous devriez l'acheter ». Et voilà, expliquer le pitch de vente de ce qu'ils vont apprendre avec ça et de pourquoi ça va les aider, leur dire ce qu'ils vont gagner en précommandant. Donc là, c'est encore des techniques marketing, c'est en disant vous précommandez, je vous donne tel et tel et tel bonus qui ne seront pas disponibles après. Donc tant que vous allez acheter, autant l'acheter maintenant. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés et il est passé numéro 1 des ventes. Donc au final, pour moi, tu vois, la stratégie qui m'a permis d'en être là est assez simple. Mais bien sûr, c'est le résultat de tout ce que j'ai construit en termes de relations avec eux, la manière dont j'ai aussi parlé de mon livre au fil du temps. J'ai fait une longue vidéo en fin décembre sur le processus d'écriture du livre qui a monté beaucoup d'anticipation aussi dans mon audience sur le fait de dire j'ai envie maintenant de lire ce livre. Après avoir vu 37 minutes de vidéo sur comment tu l'as écrit, tu vois, tu es un peu investi, tu as envie de savoir, c'est quand même intéressant ce qu'il me raconte, j'ai envie de voir le résultat. Et donc tout ça, tout ce que j'ai construit au fil du temps, ça a donné aux gens envie de lire le livre. Bien sûr, le fait que les gens qui apprécient mon contenu, ils se disent le livre, ça va être encore du contenu que je vais apprécier. Et voilà, j'ai un simple email en fait m'a fait passer numéro 1 des ventes de livres sur Amazon. Incroyable. Donc l'email, c'est vraiment le top pour vendre. Pour vendre, ouais. Dès que tu as besoin de faire une action, c'est le top. C'est bien mieux que Facebook, Twitter, YouTube, tout ce que tu veux. Et c'est important de capturer les emails des gens et de pouvoir communiquer directement avec ton audience. C'est aussi top pour communiquer avec eux d'ailleurs. Et les gens vont beaucoup me répondre, tu vois. J'ai beaucoup de réponses à mon email et du coup, je sais exactement ce que les gens en pensent, les questions qu'ils ont, tu vois. C'est très facile pour les gens de répondre à un email et de dire ce qu'ils en pensent. Et quand là, tu peux rester aussi bien connecté avec ce que les gens réagissent et ce qui. Ouais, t'as du feedback tout le temps, ouais, t'as de la data. Feedback immédiat. Ouais. Parfait. Mais écoute, merci Stan pour l'interview. Dernière chose, où on peut rediriger les personnes qui sont intéressées par le bouquin et qui ont envie de l'acheter. Yes. Donc, toutes les infos sur le livre, y compris le sommaire, les bonus de commande, etc., sont sur marketingmania.fr/empire. Du coup, le livre, c'est votre empire dans un sac à dos. Il est disponible partout, donc librairie, Fnac, Cultura, Amazon, etc. Et pour trouver les liens sur le web et puis le sommaire pour se renseigner sur ce que c'est et comprendre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est marketingmania.fr/empire. Parfait. Merci Stan. Top. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était cool. Salut.